Le Groenland est en train de changer de destin. 3 facteurs, très différents les uns des autres, mais survenant tous les 3 au cours de la même décennie, entraînent des changements majeurs pour cette grande île glacée située dans l'hémisphère nord. Ce sont ces facteurs que je voudrais vous exposer aujourd'hui à l'aide de cartes. D'abord la géographie. Le Groenland est en pleine zone arctique, une zone que délimite le cercle polaire, situé au 66e degré 34 minutes de latitude nord. Ce cercle correspond à la limite à partir de laquelle le soleil ne se couche pas lors du solstice d'été, le 21 juin, et ne se lève plus au solstice d'hiver, le 21 décembre. La ligne isotherme des 10 degrés au mois de juillet indique aussi cette variation des températures qui fait la différence entre la taïga, où poussent les conifères, et la toundra, où il n'y a que des mousses et de l'herbe. Elle désigne aussi le début de la présence des ours polaires. Au sommet de cette zone arctique, il n'y a pas de continent comme au sud en Antarctique, mais un océan en bordure duquel se trouve le Groenland. Le Groenland fait 4 fois la France, 2 200 000 km². Et voir cette île en projection polaire montre que le Groenland n'est pas au bout ou en haut de quelque chose. Au contraire, nous sommes en présence d'un pays central. Entre Londres et New York, le trajet aérien le plus direct passe par là, les 2 villes étant chacune situées à 3000 km du sud du Groenland. La côte ouest, par exemple, n'est qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes de l'Amérique du Nord. Le Groenland est recouvert d'une couche de glace permanente. Cette calotte glaciaire qui peut avoir 3000 mètres d'épaisseur renferme à elle seule 9% de l'eau douce de surface du monde, d'où évidemment son importance. Et comme cette calotte glaciaire recouvre l'île à 80%, le seul morceau de territoire libre de glace, c'est cette bande côtière où sont venues s'installer les populations. C'est sur les côtes que vivent les quelques 58 000 Groenlandais. 50 000 Inuits, 8 000 Danois et quelques couples mixtes. Ce qui nous amène à notre premier facteur, le climat. Ces Groenlandais connaissent depuis une quinzaine d'années un net changement dans leur mode de vie. Au Groenland et dans l'Arctique, le réchauffement climatique de la planète est désormais une réalité quotidienne. Les glaciers du Groenland sont en train de se rétracter, c'est-à-dire de fondre, libérant des millions de mètres cubes d'eau douce dans l'océan, et la banquise, c'est-à-dire la mer gelée en hiver, est désormais moins épaisse, moins étendue et moins présente. Regardez cette carte de l'océan glacial arctique montrant l'extension de la banquise pendant la période d'été en 2005, 7 millions de kilomètres carrés. Puis l'extension en 2007. On est passé à 4 millions de kilomètres carrés. La banquise diminue tout à la fois en durée de présence, l'embâcle a lieu plus tard en septembre et la débâcle plus tôt en mai. Elle diminue aussi en épaisseur et enfin en superficie. Et c'est cela qui fragilise la survie des ours qui ne trouvent plus de quoi chasser. On a donc ici grandeur nature les effets du réchauffement du climat de notre Terre. Et ce réchauffement, en faisant fondre de nombreuses zones englacées de l'Arctique, change les modes de vie, les déplacements, la connaissance des territoires, la transmission des savoirs antiques aux enfants et va rendre possible en même temps l'accès à certaines zones de minerais déjà connues. Car si on superpose la carte de la fonte de la banquise en mer et des glaciers sur Terre avec la carte des ressources connues, on a la démonstration du deuxième facteur de changement. On voit sur cette carte les zones où, selon les sondages géologiques effectués, on s'attend à trouver des réserves en hydrocarbures. Voici les zones maritimes et voici les zones terrestres. Dès lors qu'elles sont libres de glace, elles peuvent être ouvertes à la prospection, les accès devenant moins dangereux, les transports moins longs et les forages moins coûteux. Alors que sait-on exactement de ces réserves? Le US Geological Survey estime dans un rapport de 2007 que le bassin arctique renfermerait environ 22% des réserves non prouvées d'hydrocarbures dans le monde, c'est-à-dire du pétrole, du gaz naturel et du gaz liquéfié. Il y aurait le long de la côte est du Groenland près de 9 milliards de barils sur Terre ou en offshore, mais ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution.
et nous avons trouvé des évaluations disant un peu tout et son contraire. Les explorations actuelles sont conduites par plusieurs compagnies, ExxonMobil, Chevron, Esso, qui sont américaines, Husky, canadienne, Dong Energy, qui est danoise, Cairn, anglaise. À cela s'ajoutent des réserves en or, en niobium, en tantal, en uranium, en fer. D'où la construction envisagée d'une usine d'aluminium gérée par Alcoa sur la côte ouest. Cette potentialité m'amène maintenant à vous parler du troisième facteur de changement, c'est-à-dire l'accès à l'autonomie renforcée, qui a pris effet le 21 juin 2009. Le Groenland a été une colonie danoise pendant 2 siècles. Puis l'île est devenue membre de la Communauté de la Couronne en 1953, avec un statut d'égalité pour les Danois comme pour les Groenlandais. Le Groenland a ensuite été doté d'une autonomie interne en 1979, avec un gouvernement et un parlement. Et enfin, le statut d'autonomie renforcée a été proposé aux habitants de l'île par référendum en novembre 2008. Ils ont approuvé ce statut à 75%, qui a donc pris force de loi le 21 juin 2009. Celle-ci prévoit que le gouvernement autonome prenne en charge une trentaine de nouvelles compétences, y compris l'autonomie économique, c'est-à-dire la gestion des ressources du sous-sol. Alors il est évident que les résultats des études géologiques réalisées au Groenland, plus les prix mondiaux du pétrole, n'ont fait qu'augmenter l'intérêt des compagnies pétrolières internationales pour les ressources de cette île. Des demandes de licence pour les 8 blocs du gisement d'Isko West, notamment, ont été délivrées. À l'heure actuelle, le budget du Groenland est couvert à 60% par la dotation danoise, soit 430 millions d'euros. Le reste, 40%, provenant des recettes venant du tourisme et surtout de la pêche. Eh bien, si à terme il est découvert des hydrocarbures dans la nouvelle zone de souveraineté du Groenland, il est prévu un mécanisme de partage avantageux pour le Groenland, avec une interruption progressive de la dotation financière venant du Danemark. Donc une telle situation, climatique, minière, institutionnelle, ouvre la porte à une lointaine, mais possible, indépendance du Groenland. Or 58 000 habitants, c'est très peu pour gérer un pays de 2 millions de kilomètres carrés. Et à cette fragilité quantitative s'ajoute le niveau de formation. Seulement 25% des Groenlandais ont atteint le niveau correspondant à la fin du lycée. Et cela ne suffit pas pour encadrer la conduite d'un pays, ce dont sont d'ailleurs parfaitement conscients les Groenlandais eux-mêmes. Donc nos 3 facteurs sont bien là. La géographie et le changement climatique, l'accès possible au sous-sol minier et le calendrier politique. Les 3 facteurs se conjuguent pour placer les Groenlandais devant des choix complexes. Changer de destin par contrainte, parce que les Groenlandais ne sont pour rien dans le changement du climat de la Terre, qui modifie leur environnement et leur société, mais changer aussi par choix, parce qu'une indépendance est toujours séduisant, surtout lorsqu'on est à la recherche d'une certaine identité. Alors comment cette île isolée va-t-elle pouvoir s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui? Comment va-t-elle pouvoir gérer une abondante richesse? Et d'ailleurs, pour en faire quoi au juste de cette richesse? Quel projet de société? Quels objectifs? Qui ne soient pas que, et comme tout le monde, strictement matériels. Dans la mondialité qui caractérise ce début de XXIe siècle, au risque de surprendre, ce ne serait pas forcément une bonne chose de laisser les Groenlandais se débrouiller tout seuls. Car les vrais gagnants dans 20 ans, ce seront les compagnies pétrolières américaines. Cette île est culturellement arctique, historiquement européenne, géographiquement américaine. Eh bien, le Groenland ne risque-t-il pas de devenir à terme un nouvel État américain? Alors, je vous conseille de lire la revue La Géographie, qui consacre un numéro aux Inuits de l'Arctique et dans un dossier Neige et glace. Et puis le petit livre Pôle Nord aux éditions Riverboom, où vous trouverez plein de petites photos sur le mode de vie des Inuits de l'Arctique, le mode de vie ancien ou le mode de vie actuel. Vous avez aussi les aventures scientifiques au pôle sur les recherches qui sont conduites en zone arctique et antarctique aux éditions du CNRS, dirigé par Jean-Pierre Ternot. Sur le plan plus institutionnel, vous pouvez lire la revue Nordique, éditée chez Choiseul, sur l'avenir du statut de ce pays. Et puis dans le domaine géopolitique et rivalité de statut, vous pouvez lire La bataille du Grand Nord a commencé, de l'Abbé Vière
et Tual, avec un mini-atlas au centre du livre avec beaucoup de cartes qui sont très bien faites.